Le principal verrou, il n'est pas technologique. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir à ce que toutes les personnes de la boîte puissent utiliser la donnée pour prendre leurs décisions. Et le plus difficile, c'est qu'elles aient confiance dans la donnée qui est affichée sur les graphes. Et ça, c'est vraiment difficile. Pourquoi ? Parce que dès qu'il va y avoir l'ombre d'un doute, un tout petit doute, les personnes vont plus avoir confiance, elles vont télécharger les données sous format CSV, les mettre dans Excel et faire leurs analyses de leur côté. Et là, c'est la catastrophe parce que du coup, plus rien n'est partagé, on n'est plus du tout sûr de la qualité. Donc ça qui est très difficile. Alors comment nous, on a attaqué ce problème-là ? C'est vraiment en se focalisant sur la qualité de données. Donc on a écrit énormément de tests. On a à peu près 600 tables aujourd'hui de données et là-dessus, on a une batterie de tests, on a plus de 11 000 tests. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Hugo Lim, Head of Data chez Matera. Ingénieur de l'école polytechnique, il commence chez Theodo avec du développement web, mobile, data engineering et data science. Il rejoint ensuite Matera en janvier 2021 pour monter l'équipe data. Matera, c'est une start-up créée en 2017 qui accompagne les propriétaires à gérer leurs copropriétés, leurs investissements locatifs. Ils sont 250 salariés en France et en Allemagne et viennent de boucler une dernière levée de 9 millions d'euros. Bonjour Hugo. Bonjour Marc. Alors Hugo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Matera ? Qu'est-ce que vous faites en détail ? Alors Matera, on a 2 produits qui sont à destination des propriétaires. Donc le premier qui est notre produit historique, c'est un logiciel qui va permettre aux propriétaires de gérer eux-mêmes leur immeuble en s'organisant en syndic coopératif et donc leur permettre d'automatiser toutes les tâches courantes de la gestion de la copropriété, donc les appels de fonds, assemblée générale, la comptabilité, les travaux. Donc toutes ces tâches sont automatisées. Et le nouveau produit là qu'on a depuis cette année, aussi à destination des propriétaires, c'est un outil de gestion locative. Donc ça nous permet d'automatiser toute la paperasse, la déclaration fiscale, d'avoir un compte dédié pour réceptionner les loyers, communiquer avec son locataire. Et en plus de ces outils, on a un accompagnement d'experts donc pour toutes les tâches les plus complexes, gestion des travaux, toutes les questions légales qu'ils peuvent avoir pour les aider sur ces sujets. D'accord. Alors dans une entreprise comme ça, la data, à quoi ça sert ? Alors la data, ça sert à beaucoup de choses. La première, c'est de comprendre déjà ce qui se passe dans la boîte et de pouvoir prendre les bonnes décisions. Quand on est une start-up, on a besoin en permanence de faire des choix et la data, elle nous aide beaucoup là-dessus. Donc par exemple, pour investir dans les bons canaux d'acquisition, comment avoir des nouveaux prospects de la manière la plus efficace possible. Donc la data nous aide beaucoup là-dessus. Aussi pour organiser les équipes du support client en fonction de la charge de travail. Maintenant, on a organisé des équipes, des sous-équipes en fonction par exemple des tailles de copropriété, donc il faut réussir à avoir les bonnes tailles d'équipe et aussi prévoir dans le futur comment elles vont évoluer. Donc toutes ces décisions-là, elles sont prises avec de la data. Après on a des utilisations qui est plus on va dire opérationnelles pour aider vraiment les personnes dans leur quotidien. Donc un exemple c'est pour les équipes justement de support client, détecter proactivement les clients qui sont en détresse. Donc on voit des clients qui commencent à avoir du retard sur leur comptabilité, sur l'organisation des assemblées générales, et on va pouvoir les afficher et les informer du coup les responsables pour qu'ils puissent prendre contact avec ces gens-là, savoir ce qui se passe, les aider s'ils ont des questions. Donc voilà, on les aide vraiment dans leur quotidien. Ça nous permet aussi d'améliorer le produit. Donc on a beaucoup de data qui autour de l'utilisation du produit, donc on traque les actions qui sont faites par les utilisateurs. Donc là récemment, on travaille beaucoup sur notre annuaire fournisseur. Ouais. Donc l'annuaire fournisseur, c'est un endroit où du coup pour les copropriétaires vont pouvoir chercher des prestataires, par exemple un plombier pour venir faire des réparations. Et donc les copropriétés peuvent aussi noter et donner leur avis et recommander des fournisseurs à d'autres copropriétés. Et on a envie de faire en sorte que cet annuaire soit plus utilisé. Donc avec la data, ça nous permet de voir aujourd'hui déjà est-ce qu'il est déjà bien utilisé et comment on fait pour augmenter le nombre de fournisseurs renseignés. Aujourd'hui, c'est aux personnes donc de renseigner quand elles ont un prestataire qu'elles veulent partager et on voit qu'elles sont souvent bloquées et on regarde à quel moment elles sont bloquées. Est-ce que c'est au moment par exemple de rentrer le nom de la personne, de mettre une note, qu'est-ce qui les bloque dans cette notation. Donc ça nous aide par exemple sur cet annuaire fournisseur. Est-ce que l'annuaire aussi est assez complet? Est-ce qu'on a tous les métiers représentés, plombier, électricien, toutes les régions? Oui, vous regardez sur le parcours client sur votre site à quel moment il quitte la page, quoi. Exactement, et ça c'est vraiment indispensable pour la sortie de toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir.
Ça nous sert aussi à communiquer, à informer nos clients. On fait beaucoup d'articles de blog, d'articles de presse. Par exemple, on a un article sur quel est le prix moyen d'un syndic de copropriété, quels sont, dans les sujets un peu brûlants, le montant des dépenses énergétiques moyennes, donc le chauffage au gaz, où les prix se sont envolés. On permet aux gens de se comparer, d'avoir plus d'informations là-dessus. Récemment, on a sorti un comparateur de charges même. Donc on rend des caractéristiques de sa copropriété. Et nous, grâce à la data qu'on a, on va pouvoir faire une estimation de combien une personne est censée à peu près payer de charges à l'année dans sa copropriété. Et on a des choses aussi un peu moins drôles. On a des obligations auprès de nos partenaires. Donc on a des KPI financiers qu'on doit envoyer régulièrement à nos investisseurs. On a des partenaires aussi bancaires et assurances. Et là on a des obligations en fait contractuelles ou légales de fournir de la data régulièrement sur tout ce qui se passe dans la boîte. Ok, très clair. Et alors du coup, pour gérer donc toute cette data, comment vous vous organisez au niveau de l'équipe? À qui revient ces responsabilités? Quels outils vous utilisez? Alors nous, on a une équipe, en fait, l'équipe data qui est assez petite. Donc là, comme tu disais, on est une entreprise de 250 personnes. L'équipe data, c'est seulement 4 personnes. D'accord. Donc nous, on est vraiment en charge de tout ce qui est l'infrastructure, tous les outils qui servent à utiliser la data, l'extraction de la data, donc préparer la donnée, la récupérer, la mettre à disposition. Et on est aussi garant de la qualité qu'il peut y avoir sur cette donnée. Donc en plus de ça, on fait quelques analyses qui sont les plus difficiles ou les plus critiques. Mais en fait, on essaie de maximiser l'autonomie des personnes. Donc on fait beaucoup de formations. On a formé aujourd'hui plus de 70 personnes à exploiter la donnée chez Matera. On a des différents niveaux de formation avec des étapes, des petits tests à atteindre pour que les personnes soient autonomes et qu'elles puissent faire leurs propres analyses sans qu'on soit débordé par notre équipe. Et en fait, aujourd'hui, plus des 3/4 des dashboards qui sont faits sur notre outil de reporting, de BI, c'est fait par des personnes qui ne sont pas dans l'équipe data. C'est fait par des opérationnels, souvent dans ce qu'on appelle les ops, qui sont dans les équipes sales ou customer care, par des managers ou par des product managers. Comment tu gères l'abondance des dashboards qu'il peut y avoir? Est-ce que c'est quelque chose qui te gêne? Est-ce que vous essayez de faire en sorte de réduire le nombre de dashboards ou au contraire plutôt une politique de on laisse vivre comme sa vie et les gens utilisent à la fin un certain nombre de dashboards et tant pis pour les autres? Comment? Ouais, alors nous on est un peu responsable quand même de l'organisation globale des dashboards pour qu'au moins ça soit organisé par équipe par exemple et qu'il y ait des minimums de droits d'accès. Après on reste très ouvert. C'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de dashboards, on a plusieurs milliers de dashboards, mais ça nous pose pas vraiment problème parce que on a des dashboards en fait qui sont un peu labellisés data et du coup on sait que c'est ceux-là les plus importants et les gens savent que c'est ceux-là les plus importants. On fait un peu de nettoyage quand même régulièrement en regardant les dashboards qui n'ont pas été vus depuis 6 mois et ceux-là on se dit qu'il faut les supprimer. Mais on a quand même en effet un problème, je pense assez courant, d'avoir des personnes qui vont calculer plusieurs fois par exemple la même chose dans des dashboards différents et à un moment ils n'ont pas exactement les mêmes chiffres, il faut savoir réconcilier et souvent on finit par en supprimer un quand c'est le cas. Comment tu décrirais votre niveau de maturité data? Pour l'instant, aujourd'hui, la data, elle est vraiment utilisée partout dans la boîte, donc je pense que là-dessus, on est plutôt assez mature. On a passé la première année avec un data engineer à monter toute la stack, donc pour s'assurer que tout soit en place et qu'on puisse faire toutes les analyses dont on a besoin pour un bon bout de temps. Donc, ce sont les 4 personnes qu'on a dans l'équipe. En plus de moi, il y a 3 data analystes. Donc, on en a 2 data analystes qui sont à destination des équipes produits. Donc, on a 5 squads produits. Donc, une squad, c'est un groupe un product manager, product designer, une équipe technique. Et donc, qui va travailler sur des fonctionnalités. Donc, on en a 5 squads comme ça qui travaillent donc à la fois sur le produit de gestion locative et aussi de syndic copropriété. Et donc, on a 2 data analystes qui servent ces squads-là et qui permettent d'analyser les fonctionnalités qui sortent. Et une autre data analyst qui est donc là plus pour aider toutes les équipes plus business, commercial, support client, finance marketing. Et donc avec ça, on arrive à répondre aujourd'hui à toutes les demandes. Donc je pense qu'on a une taille d'équipe qui est satisfaisante pour notre taille de boîte. Et alors tu disais, on a mis en place la stack data. En quoi ça consiste? Monter en fait la data engineering d'une startup comme ça. À quoi ressemble le travail que tu as fait depuis 2001? Ouais. Depuis le 2021, alors en fait, quand on veut monter une stack data, ce qu'on veut, c'est réussir à avoir de la donnée qui est à disposition de tout le monde, qui puisse être utilisée. Et donc, ça demande de mettre en place plein de petits blocs qui sont nécessaires pour réussir à avoir cette donnée. Donc, le minimum, c'est d'avoir une partie qui va extraire les données de tous les outils qu'on peut utiliser. Il faut ensuite avoir un bloc qui va servir... Par exemple, c'est quoi les sources de données que vous allez extraire, justement? Alors, nous, on a vraiment pas mal de sources différentes parce qu'on utilise beaucoup d'outils en ligne, d'outils SaaS. Par exemple, notre CRM
CRM, c'est une source de données. On a plein d'outils pour gérer des campagnes marketing. Au total, on a, je crois, une 50aine de sources de données. Donc en plus de ces outils-là, après, on a notre propre application qui génère de la donnée, donc notre back-end, aussi le tracking qu'on a sur l'utilisateur. On a aussi de la donnée publique qu'on récupère. Par exemple, il y a le registre national des copropriétés, donc ce qui nous permet d'avoir une vision un peu de l'ensemble du marché. Donc pas mal de données différentes. Et donc il faut réussir à extraire toutes ces données-là. Donc là, ça demande d'avoir les outils adéquats pour extraire toutes ces données-là. C'est le premier bloc, je dirais, d'une stack data. Ensuite, il faut un espace de stockage, stocker cette donnée-là, réussir à la transformer, donc pouvoir les outils de transformation, de nettoyage de la donnée pour vraiment la modéliser et faire en sorte qu'elle soit accessible et utilisable dans d'autres outils. Il faut un outil de data viz, un outil de BI. Aujourd'hui, nous, c'est Looker, mais il y en existe d'autres. Et souvent, il faut au minimum un outil d'orchestration qui va permettre de déclencher toutes ces tâches, de faire en sorte qu'elles se passent dans le bon ordre. Donc voilà, c'est un peu le minimum pour monter une stack data, je dirais. D'accord. C'est quoi les enjeux principaux quand on met en place tout ça ? Alors l'enjeu principal déjà, c'est de réussir à répondre aux besoins. Donc se dire qu'on va pouvoir analyser toutes les données. Est-ce qu'on a besoin de temps réel ? Est-ce qu'on a une donnée une fois par jour ? Donc la fréquence de données, le volume de données, peut-être les droits d'accès, les questions RGPD qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est le premier enjeu. Ensuite, ce que je trouve difficile, c'est de faire en sorte que cette stack, elle va continuer à fonctionner dans le futur. Donc surtout pour des petites entreprises comme nous, des startups où ça évolue rapidement, il faut réussir vraiment à se projeter. Est-ce qu'on va avoir besoin à quelle échéance d'un gros volume de données ou de temps réel par exemple. Aussi visualiser et prévoir le coût que ça peut engendrer. Il y a des outils qui semblent vraiment très bien sur le papier et en fait dès que la boîte va faire x5, x10, en fait les coûts vont être insupportables pour l'équipe et donc il faudra changer. Donc je trouve ça assez stressant aussi parce que en fait un mauvais choix ça peut vite être très coûteux, surtout en temps pour migrer. Par exemple, nous on a eu un exemple quand je suis arrivé, il y avait déjà quelques bribes de stack data qui étaient en place et en fait toutes les données étaient stockées aux US parce que c'était la configuration qui avait été faite par défaut et donc nous ça nous convenait pas pour des questions RGPD, donc il a fallu migrer toutes ces données qui étaient aux États-Unis et les ramener en Europe. Et ça a demandé en fait un travail faramineux de déplacement de données. Tous les outils étaient enregistrés comme étant aux États-Unis. Et en fait, ce genre de c'est un petit choix, mais qui a coûté énormément en temps. Et donc, je pense que c'est assez stressant de se dire qu'on peut prendre un mauvais outil et dans un an, il faudra complètement changer et que ça va nous prendre 6 mois. À quoi ressemblent tes journées maintenant que tout est en place, entre guillemets ? C'est quoi la journée d'un data engineer, head of data? Alors comme je dis, on n'a plus de data engineer, donc c'est moi qui m'occupe de cette partie-là pour la maintenance et les petites nouvelles fonctionnalités qu'on peut avoir à rajouter, les nouvelles sources de données. Et donc la première chose que je fais dans ma journée, c'est de faire des vérifications que tout fonctionne bien, parce qu'on a beaucoup de tâches qui tournent la nuit, donc d'extraction de données, et malheureusement ça arrive parfois qu'elles fonctionnent pas. Donc le matin, c'est la première chose que je fais, regarder si toutes les tâches ont bien fonctionné et communiquer dessus si c'est pas le cas, parce que je sais que une heure après, une demi-heure après, on va me contacter pour me dire que les données sont pas à jour. Il y a des gens qui vont détecter des erreurs, donc c'est une des choses principales. On a aussi un autre système de vérification. On a toute une batterie de tests qu'on fait tourner tous les jours pour vérifier la qualité de données. Et donc là, c'est important de passer dessus aussi tous les jours pour vérifier qu'on n'a pas des tests très importants qui ont pu casser. Par exemple, je sais pas, une métrique de notre revenu qui a été divisée par 10, par exemple. Et donc, c'est la première chose qu'on vérifie le matin pour s'assurer que les données sont correctes. Ensuite, dans la journée, j'ai souvent à répondre à des questions des personnes qui veulent lancer des nouveaux projets, des analyses qui leur semblent pertinentes. Donc là, c'est savoir est-ce que c'est possible, est-ce que ça va être utile de faire ce genre d'analyse et à quelle échéance on peut le faire, prioriser si on se dit que c'est pertinent. Et on a aussi beaucoup de questions sur Looker. Comme je dis, on a fait des formations pour que les gens soient autonomes et puissent faire leurs analyses eux-mêmes. Mais ils ont plein de questions et donc régulièrement dans la journée, on est là pour les aider, pas que moi, bien sûr, hein, c'est commun à toute l'équipe, pour répondre aux questions, comment je peux faire ça, quelle table je peux utiliser, et on les aide beaucoup là-dessus. Et après, moi je travaille beaucoup sur des projets d'IA en ce moment pour réussir à améliorer l'efficacité de certaines équipes, et donc c'est ça la plus grosse partie de mon temps. Ouais, alors en parlant de l'IA, machine learning, qu'est-ce que vous avez comme projet ou comme outil en production aujourd'hui ? Alors on a 2 projets. On a un premier qui est de calculer en fait la probabilité qu'on a de signer un prospect. Donc nous on a un cycle de vente qui est assez long entre le moment où une personne va nous contacter et le moment où elle peut devenir cliente, parce que on est dans le milieu du syndic de gestion de copropriété. En fait on est de plein d'obligations légales, on est obligé de passer par une assemblée générale.
Et donc, un de nos projets, c'est d'analyser pour un prospect qui est dans notre cycle de vente, en fonction de déjà de ses caractéristiques un peu, de quelle région il se situe, quelle est la taille de la copropriété, quel est son canal d'acquisition, on a pu le récupérer, et du temps qu'il peut avoir entre certaines étapes, et de savoir en fait quelle est la probabilité de le signer. Et ça aide les commerciaux à me relancer certaines personnes et pas d'autres chaque jour pour prioriser dans leur tâches. Donc ça, c'est un premier projet. Et là, on en a un deuxième qui est de catégoriser automatiquement les demandes clients. Donc quand les clients nous contactent, c'est par mail. Ils ont des questions qui peuvent être en lien soit par exemple avec la comptabilité, soit avec l'utilisation du produit, avec l'organisation d'une assemblée générale. Et donc là, on a un modèle de machine learning qui va catégoriser automatiquement ces mails en fonction du type de contenu, et ça nous sert ensuite à l'assigner à une personne qui est la mieux à même de répondre à ce genre de problématiques. Voilà, donc 2 projets de machine learning qu'on a aujourd'hui. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'y prends pour réaliser ces projets ? Alors pour ces projets de machine learning, en fait, comme je disais, on a une équipe qui est assez petite, on n'a pas de data engineer, pas de data scientist, donc on essaie d'être le plus pragmatique possible, et ce qu'on a fait, c'est d'utiliser des outils d'auto-ML, donc de Google. Donc c'est des modèles de machine learning dans lesquels on donne la donnée d'entrée, on explique ce qu'on veut réussir à prédire, ce que c'est la classification, etc. Et c'est lui qui va ensuite entraîner le modèle, trouver le bon type de modèle qui est utile, faire l'optimisation des hyperparamètres, lancer les entraînements, s'arrêter automatiquement aussi quand il pense qu'il a atteint un plateau et qu'il a une qualité suffisante. Ouais. C'est ça qu'on utilise aujourd'hui. On utilise aussi un petit peu de ChatGPT maintenant. Et donc voilà, ce outil AutoML, il nous permet vraiment d'aller très vite. Je pense que c'est pas, on n'atteint pas les précisions qu'on pourrait avoir si on avait des personnes dédiées sur ces projets-là. Et ça demande aussi quand même d'avoir quelques compétences de data science, parce que les résultats d'AutoML, ça va être des matrices de confusion, des mesures de précision et de recall, donc tous des termes qu'il faut quand même connaître pour savoir juste si on pense que le modèle est bon ou pas. Et donc c'est ça qu'on utilise pour nos 2 projets de machine learning. Ok. Et aujourd'hui, ces outils sont satisfaisants pour identifier aussi les axes d'amélioration. J'imagine si c'est déjà sur Google pour mettre en production par la suite. Oui, alors pour mettre en production, oui, c'est vraiment très pratique, parce que ensuite ils ont la possibilité en un clic de déployer ça sous forme d'API, ou d'avoir une tâche récurrente qui va permettre du coup de reclassifier ou de faire tourner le modèle sur des nouvelles données. Par contre, pour identifier des axes d'amélioration du modèle, non, ça fonctionne pas très bien, c'est pas très pratique pour ça. C'est à nous d'essayer de dire je vais essayer de rajouter des nouvelles features, essayer de changer des paramètres. Mais je pense que si on voulait vraiment améliorer la précision de manière très importante, on serait un peu bloqué par l'utilisation de ces modèles si on continue là-dessus. D'accord. Pour arriver à faire ce que vous faites, quels ont été les principaux obstacles sur la route, les principaux verrous technologiques éventuellement ? Comment vous les avez surmontés ? En fait, le principal verrou, il n'est pas technologique. Nous, ce qu'on veut, c'est réussir à ce que toutes les personnes de la boîte puissent utiliser la donnée pour prendre leurs décisions. Et le plus difficile, c'est qu'elles aient confiance dans la donnée qui est affichée sur les graphes. Et ça, c'est vraiment difficile. Pourquoi ? Parce que dès qu'il va y avoir l'ombre d'un doute, un tout petit doute, les personnes vont plus avoir confiance, elles vont télécharger les données sous format CSV, les mettre dans Excel et faire leurs analyses de leur côté. Et là, c'est la catastrophe, parce que du coup, plus rien n'est partagé, on n'est plus du tout sûr de la qualité. Donc ça qui est très difficile. Alors comment nous, on l'a attaqué ce problème-là ? C'est vraiment en se focalisant sur la qualité de données. Donc on a écrit énormément de tests. On a à peu près 600 tables aujourd'hui de données, et là-dessus, on a une batterie de tests, on a plus de 11 000 tests qui tournent. Avec DBT, c'est ça ? Avec DBT, oui, exactement, notre outil de transformation qui permet d'écrire des tests de manière très rapide avec juste des annotations en YAML. Tu as des exemples de tests qui te viennent en tête, par exemple ? Les tests les plus classiques, c'est vérifier telle colonne est non nulle. Donc ça, par exemple, c'est très pratique pour dire si on a un client, donc on a une information, un deal dans notre CRM qui est client, on veut par exemple que son adresse elle soit non nulle. On veut savoir exactement où est-ce qu'il est. Ou plus important, on veut savoir le montant du deal qui est non nul, parce que si on a un client mais qu'on ne sait pas combien on le facture, ça va être vraiment problématique. Donc on a des tests de non nul, des tests qui vérifient des relations aussi entre différentes tables. La date, j'imagine la date de paiement doit être après la date de signature, quelque chose comme ça. Exactement. Alors le classique qu'on a aujourd'hui, c'est la date de churn. Donc pour les clients qui partent de Matera, ça arrive malheureusement. On découvre parfois des dates qui sont antérieures à la date de signature du contrat. Donc ça, c'est pas possible. Ça fait remonter les bugs, et après vous pouvez traiter la source.
Exactement. Et donc, ça nous prend beaucoup de temps quand même de traiter ces tests-là, parce que ça commence, je pense que j'ai mesuré que c'est à peu près 20% du temps de l'équipe data, parce qu'il faut les identifier. Ensuite, il faut remonter toute la chaîne pour savoir est-ce que c'est un problème finalement. Déjà, est-ce que c'est un problème du test? Est-ce qu'on a mis un test mais qui n'a pas vraiment de sens, ou qu'il faut supprimer? Est-ce que c'est nous qui avons fait des erreurs dans la transformation, la récupération de données? Ou ce qui arrive souvent, c'est la donnée, c'est une donnée peut-être manuelle et qui a été remplie sur un des outils, ou un bug qui a eu lieu dans un process, dans un workflow ou dans l'application des devs. Et ça nous permet vraiment d'être très confiant sur la qualité de données, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a 11 000 tests qui tournent et qui passent, et on vérifie ça tous les jours. Et bien sûr, en fait, la difficulté, c'est de pas passer trop de temps et de pas tout corriger soi-même. Donc pour ça, on a créé des dashboards de data quality pour certaines équipes qui regardent eux tous les jours sur leurs données dont ils sont responsables et qu'ils doivent corriger. Donc on leur affiche leurs erreurs pour qu'ils puissent les gérer eux-mêmes. Ça, c'est pour les erreurs récurrentes qui arrivent régulièrement, mais il y a aussi des nouvelles erreurs qui arrivent chaque semaine, et donc là on est obligé de passer un peu de temps dessus. J'imagine que ça s'arrête pas aux erreurs, il y a peut-être aussi les détections de tendance, les drifts, changements soudains de certaines données, non? Ouais, je pense que ça, c'est notre prochaine étape en termes de data quality. On le fait pas, mais il y a beaucoup d'outils qui se développent là-dessus et qui vont vérifier que certaines métriques, en effet, ne varient pas trop. Mais ça, on le fait pas encore. Donc ça permet déjà d'être très confiant sur la qualité donnée et faire en sorte que les gens aient confiance dans la data. Mais ensuite, ça suffit pas. Je pense que c'est important aussi de communiquer sur les problèmes quand on a la donnée qui est par exemple pas à jour le matin, d'avoir des canaux de communication pour informer tout le monde que la donnée de cet outil-là n'est pas à jour, qu'on est dessus et qu'elle sera corrigée d'ici 2 heures peut-être, et recommuniquer dessus quand c'est corrigé. Et ensuite, tout le travail qu'on a fait pour rendre les personnes autonomes sur l'utilisation de la donnée, je pense que ça permet aux personnes d'avoir plus confiance, parce que quand c'est eux qui font leur propre dashboard, qui ont choisi les filtres qu'ils voulaient mettre dedans, et ils ont plus confiance dans la donnée qui va être affichée. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier ? Alors moi, ce que je trouve très satisfaisant, c'est quand je me déplace dans l'open space et que je vois des personnes qui sont en train de discuter autour d'un dashboard Looker. Maintenant, en plus, avec les doubles écrans, on voit très régulièrement des personnes qui ont un écran qui est entièrement consacré à notre dashboarding. Et donc là, je trouve ça très satisfaisant, parce qu'on se dit qu'ils utilisent vraiment et que ça leur sert à quelque chose, et que du coup, ça les aide pour leur métier, quoi. Vous n'avez pas mis de dashboard sur un écran de télé dans tout l'open space? Je crois que ça avait été fait à un moment pour motiver les équipes commerciales, mais ça a été abandonné. Ouais. C'est quoi au contraire, les points de douleur, les frictions de ce métier? Alors moi, quelque chose que je trouve vraiment difficile, c'est de passer beaucoup de temps pour faire un dashboard et ensuite me rendre compte qu'il n'est pas du tout utilisé. En fait, c'est difficile de challenger les demandes qu'on a. Donc, par exemple, récemment, on m'a demandé de connaître l'évolution des dépenses marketing et sales par rapport à la quantité de clients qu'on signe, et ça mois par mois. Et donc, quand on dit ça, je trouve que ça fait du sens. C'est une métrique qu'on a envie de calculer, même si ça peut être peut-être difficile. On a envie de passer du temps là-dessus, ça semble légitime à première vue. Et on en a beaucoup de cas comme ça où ça nous paraît tout à fait légitime. On fait les dashboards et après on se rend compte qu'ils ne servent pas. Ouais. Parce que c'est bien d'avoir des métriques, mais il y en a plein qui ne servent pas à prendre des décisions par la suite. Donc là, c'est vraiment, on travaille beaucoup là-dessus dans l'équipe, c'est réussir à mieux challenger les demandes qui sont faites pour dire tu me demandes telle analyse, mais quelle décision tu vas pouvoir prendre dessus? Si je te dis que c'est 5, est-ce que ça change par rapport à 2? Est-ce que tu vas vraiment pouvoir en faire quelque chose, ou est-ce que c'est juste pour le plaisir d'avoir cette métrique-là? Et souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est des métriques qui sont trop haut niveau et pas assez dans le détail, et qu'on est obligé d'être plus précis pour que ça serve vraiment à quelque chose, quoi. Ouais, donc la personne qui l'a demandé l'utilise pas à la fin, et est-ce que je leur ai posé la question un peu des raisons pour lesquelles c'est pas utilisé? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut un peu confronter la personne qui l'a demandé avec son non-utilisation? Ouais, on essaie de faire en effet a posteriori, comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Parfois, c'est aussi un manque de précision. On sort une métrique, on dit d'accord, on pourra pas la sortir exactement de cette manière-là. On va devoir faire des approximations et la personne dit qu'elle est d'accord. Et une fois qu'on a le dash, elle dit non, mais en fait, c'est pas exactement la méthode de calcul ou les données que je voulais, ça m'est pas utile. Ouais. Donc c'est ce travail qu'on doit faire.
Alors si on rentre dans le détail des décisions business, est-ce que tu peux nous donner des exemples, des décisions business prises par la data chez Matera? Alors, la data, ça nous a beaucoup aidé pour savoir quelle était la meilleure méthode pour avoir des nouveaux prospects et donc des nouveaux clients derrière. Donc, par exemple, ce qu'on a réussi à découvrir, c'est que ça fonctionnait très bien de contacter des anciens prospects, donc des personnes avec qui on était en contact il y a 1 ou 2 ans et qui finalement n'avaient décidé de ne pas utiliser Matera comme solution pour gérer leur copropriété. Et on s'est rendu compte que si on recontactait ces personnes quelques années après, on avait des taux de conversion qui étaient très bons. D'ailleurs, c'est pas que les taux de conversion qu'on regarde, c'est pour ça que la data est vraiment importante. On va regarder aussi le coût d'acquisition de ces prospects-là, le taux de conversion évidemment, mais après aussi, est-ce que la personne va rester longtemps chez Matera et qu'elle va pas partir au bout d'un an. Donc ça nous a permis de dire ok, ça fonctionne très bien de recontacter ces personnes-là et on va investir du temps pour les recontacter. Et à l'inverse, on s'est rendu compte que les publicités qu'on faisait en ligne, ce qu'on appelle le display, ça marchait pas très bien, c'était pas rentable parce que si on regardait le coût d'acquisition de ces prospects-là, avec les taux de conversion qu'on a derrière, etc., c'était pas un bon investissement. Donc ça nous a permis de changer le temps qu'on passe et l'argent qu'on a pour acquérir ces nouveaux clients, ça a très bien fonctionné. Mais en fait, toutes les décisions aujourd'hui, elles sont backées par la data dans l'entreprise. Quand on lance un projet opérationnel, un nouveau produit, c'est toujours backé par la data. Et quand quelqu'un finalement propose une nouvelle idée et qu'il n'a pas de métrique pour supporter ça, il va toujours être challengé. On va lui demander est-ce que tu n'as pas quand même de la data pour prouver ça. Parfois c'est pas possible, et c'est tout à fait ok. Mais en tout cas ça choque de pas avoir de data pour prendre des décisions. Ok, alors est-ce que tu as une opinion à nous partager aujourd'hui? Alors j'ai une opinion sur DBT. C'est un outil, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui permet de transformer la donnée dans des data warehouse. Donc on écrit des requêtes SQL et ça crée des tables de données. Et c'est avec ça qu'on construit, qu'on modélise toute la donnée là. C'est un outil qui est super, qui est utilisé par tout le monde. Mais je pense que c'est un outil qui sera remplacé dans les 5 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il a permis de lancer vraiment un nouveau paradigme où en fait on écrit dans toutes les modélisations SQL et c'est fait par des personnes dont c'est le métier et qui sont pas forcément des data engineers de base. Mais je pense qu'on est vraiment qu'au début de ce qu'on peut faire en termes de qualité d'outils pour faire ces transformations de données. C'est un outil qui est quand même très verbeux, donc on a besoin d'écrire beaucoup en plus de la requête SQL, on doit écrire un fichier YAML qui décrit tout ce qu'on fait. Et il comprend pas forcément lui-même tout seul ce qui va se passer dans une requête SQL, c'est vraiment à nous de lui décrire. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Il y a des outils qui se lancent sur le marché. Il y a SQL Mesh par exemple et plusieurs outils qui permettent de faciliter la vie du analytics engineer, donc la personne qui modélise les données. Et donc je pense qu'on va avoir des outils bien mieux dans les 5 prochaines années. Peut-être que ce sera DBT qui aura changé complètement de version et que ça aura plus rien à voir, mais je pense qu'on aura mieux. Si c'était à refaire, tu referais quoi différemment? Quels conseils tu peux donner à ceux qui voudraient monter la data engine d'une boîte? Alors une erreur que j'ai faite au début, c'est que j'ai pas passé assez de temps pour avoir un dictionnaire de définition des données. Donc on peut l'appeler data dictionary, data catalog. Et j'ai beaucoup procrastiné là-dessus. Mais je pense que c'était quelque chose qui est vraiment important. Donc pourquoi? Parce que pendant toute la première année, il y avait des questions qui revenaient régulièrement, par exemple sur la quantité d'ARR. Donc nous, une des métriques principales, c'est l'ARR, donc c'est le revenu récurrent qu'on a annuel. Donc ça paraît très simple, la formule, c'est le nombre de clients et le montant qu'ils payent. Sauf que quand on rentre dans les détails de calcul, on a toujours des petites questions de... Est-ce qu'il faut prendre par exemple les personnes qui ont signé un contrat mais en fait qui seront clientes que dans 1 mois par exemple, donc qui sont un peu entre deux, ou celles qui ont dit qu'elles voulaient partir de Matera mais qui en fait sont aujourd'hui clientes. Et ça semble pas très important ces petits détails de calcul, mais c'est des questions que j'ai eues presque toutes les semaines pendant la première année. Et en fait ça créait du doute après sur les métriques qu'on affichait parce que les personnes ne savaient pas est-ce que ça prenait en compte ce type de client, est-ce que ça prenait pas en compte. Et le fait quand on s'est vraiment décidé à écrire les définitions de nos métriques principales, ce que ça prenait donner des noms aussi à ces métriques-là et à ces concepts. Ça nous a beaucoup aidé pour diffuser la culture data. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire quasiment dès le début. C'est quoi le futur de la data chez vous?
Alors les projets principaux, le premier c'est l'IA, donc les choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc c'est utiliser l'IA pour automatiser au maximum de tâches qu'on a en interne. Par exemple, donc pour répondre plus rapidement aux questions que les clients nous posent. Ouais. On passe beaucoup de temps par exemple à relire toutes les convocations d'assemblée générale qui génèrent sur notre outil. Et ça, on a envie de l'automatiser au maximum pour le faire le mieux et plus vite. Et les autres projets, c'est d'utiliser la data pour apporter des informations aux clients. Pour l'instant, la data, c'est surtout utilisé en interne pour nous, en tant qu'employés, pour prendre des décisions et savoir comment développer nos produits et nos process. Mais maintenant, avec notre base de clients qui commence à être assez conséquente, on a quasiment 8000 clients, on commence à avoir beaucoup de données sur, par exemple, les charges qui sont payées par les copropriétaires. Donc, est-ce que les répartitions entre les différents postes de charges, etc. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est donc on a déjà un outil de comparateur de charges, mais on voudrait vraiment utiliser la donnée pour faire des conseils personnalisés aux copropriétés même, pour leur dire, dans ton cas, par rapport à ta situation, on remarque que dans les copropriétés similaires, elles payent moins d'énergie, donc peut-être que ça vaut le coup de faire. Il y a des économies à faire. D'ailleurs, c'est souvent ça, le principale chose sur les copropriétés, c'est de faire des économies, donc renégocier des contrats, trouver des prestataires qui sont plus performants et moins coûteux. C'est un des axes de la partie data, c'est de faire ces conseils personnalisés. Ok, super. Et merci beaucoup, Hugo. Merci, Marc. Vous venez d'entendre Hugo Lim, Head of Data chez Matera, sur Data Driven 101. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Arthur André, cofondateur de Praise, pour nous parler de synthèse de meeting vidéo grâce à l'IA. À très vite.